3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Delphine Di Pizziotti est avec nous, DG d'Indosuez Gestion. Bonsoir Delphine. Bonsoir Grégoire. Merci d'être avec nous. Merci à Jacques Henry de nous accompagner également, le responsable de la recherche et de l'allocation multi-actifs de Silex. Bonsoir Jacques. Bonsoir Grégoire. Et Florent Delorme est à nos côtés, stratégiste chez M&G Investments. Bonsoir Florent. Bonsoir. Merci à vous trois d'être avec nous ce soir pour répondre à cette question, Delphine. Fin de premier semestre, fin du deuxième trimestre qui se termine beaucoup mieux qu'il n'avait commencé pour les actions américaines. En l'occurrence, est-ce que Donald Trump a regagné au fil du temps la confiance des marchés ? Je dirais que tout se passe comme prévu, exactement. Ah oui. Depuis le 20 janvier, tout se déroule. C'est exactement comme le plan prévu. Se déroule sans accroc. Sans accroc, exactement. Alors évidemment, non, c'est pas aussi simple que ça. Non, ce qui est intéressant à noter, c'est que globalement, je pense que tout le monde a bien vu ce qui se passe sur la macroéconomie, assez bien vu. On savait que Donald Trump allait apporter un petit peu de fantaisie au marché, si on peut dire comme ça, et notamment avec ses décisions où il peut revenir sans cesse. Voilà. Maintenant, je pense que le marché commence un peu à s'habituer à son langage, et puis au fait de revenir incessamment sur un peu ce qu'il dit. Donc le taco trade. Exactement, le taco trade. Ce qui fait que, globalement, malgré tout, ce qui se passe quand même comme prévu, c'est que les marchés sont positifs. Nous, on était plutôt positifs sur les marchés, sur les actions américaines et européennes, notamment européennes. Donc ça a plutôt bien marché, et d'ailleurs, c'est plutôt bien fonctionné. Plutôt sur la partie asiatique, et notamment émergente asiatique, et qui performe plutôt bien. La grosse surprise, ça vient quand même du dollar, même si on savait qu'il y avait potentiellement un risque de baisse du dollar sur pas mal de choses et de crédibilité finalement des États-Unis, ça s'accélère un peu de ce côté-là et beaucoup plus qu'on pensait. Qui avait prévu Je rappelle même que quand on évoquait les politiques économiques que Donald Trump pouvait mettre en place à partir du moment de son élection, on voyait plutôt les tarifs comme inflationnistes, et donc l'ajustement par la devise devait plutôt se faire avec un dollar à la hausse. Après, on anticipait, et peut-être que clairement ça doit jouer, et les marchés achètent toujours la rumeur et vendent la nouvelle sur, encore une fois, le dollar, c'est le reflet quand même de la crédibilité des États-Unis, et je reviens encore une fois sur ça, mais c'est vraiment ce qui doit nous guider sur le long terme, sur nos décisions de long terme, et nous, chez Indosuez, on investit sur le long terme pour nos clients, c'est le peu de recul quand même qu'on a depuis une cinquantaine d'années, depuis 1971 et la fin de Bretton Woods. En fait, on est quand même dans un environnement un peu plus potentiellement volatile pour l'échange. On a connu une extraordinaire stabilité, mais qui est un peu extraordinaire. Et probablement que cette volatilité qu'on est en train de connaître va durer dans le futur. Donc vous y voyez des ajustements structurels. Dans la baisse du dollar, c'est pas juste conjoncturel, cyclique, en lien avec le ralentissement du moment de l'économie américaine. Il y a quelque chose de plus lourd. Tout à fait. Là, si le dollar baisse, et sa baisse est accentuée, et on pourrait aller sur les 1,20 ou peut-être sur l'euro-dollar, ou même peut-être entre 1,20 et 1,25, ça c'est possible, il y a des points techniques. Et c'est de mon point de vue, aussi en partie lié sur le risque sur le remplacement de Jérôme Powell. Maintenant, de toute façon, le marché va être forcément rassuré par rapport à ça. Je le crois sincèrement. Parce que Donald Trump... Il ne franchira pas les lignes rouges. Il ne franchira pas la ligne rouge, et la personne qu'il choisira peut-être ne fera pas consensus, mais elle n'est pas la seule à choisir. Elle n'est pas la seule. Il y a quand même un board, et au final, il n'y a pas qu'un vote qui est celui du président de la Banque centrale. Donc c'est quand même un travail d'équipe. C'est quand même un travail d'équipe. Et que de toute façon, il est complètement rationnel, Donald Trump. Si à un moment donné, il met en danger la crédibilité et sa crédibilité de sa politique, il va revenir en arrière. Donc de toute façon, c'est normal, le marché se fait peur à un vent, mais il va être assez rassuré par la suite. Donc tout ça pour dire que sur le dollar, mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais nous, sur des portefeuilles où on avait hedgé une partie du dollar, là, pour le coup, on réduit, on prend les bénéfices sur les couvertures. D'accord, oui. Parce que 10% de baisse, c'est quand même déjà, un gros Après, on peut encore aller gagner 5%, mais pour nous, ça nous semble quand même déjà plutôt pas mal. D'accord.
Mais ça reste n'enlève une long rien. terme. Ça n'enlève rien à la volatilité. Et peut-être qu'on reparlera aussi par la suite de qu'est-ce qui peut protéger dans le portefeuille. Ouais. Dans un portefeuille diversifié, quelle est sûr. la valeur refuge aujourd'hui. Bien sûr. Alors on parlera de l'or, mais en dehors de l'or, parce qu'on ne peut pas faire de l'or dans tous les portefeuilles, qu'est-ce qui est la valeur refuge? Ça, c'est extrêmement intéressant parce que probablement qu'elle vient aussi du champ. Ouais, organisation des portefeuilles dans un monde différent. Je reprends ma question, Jacques. Est-ce que Donald Trump a regagné la confiance des marchés? C'est vrai que c'était pas dans les cartes en début de trimestre de voir Wall Street au plus haut au 30 juin, le Nasdaq au sommet, avec la résilience très forte quand même du thème de l'IA et une valeur emblématique comme Nvidia qui a recoupé, je sais pas, 30% de baisse quand même du pic au creux, Jacques. Alors, clairement, il y a un phénomène d'accoutumance et de lassitude vis-à-vis de Trump. Et c'est ce qu'on voit aussi sur la volatilité. Quand il y a un choc, le marché s'ajuste vite. Et puis après, finalement, c'est une nouvelle ère, un nouveau monde qui commence. Et c'est un peu ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne changera pas Trump. Il est encore plus imprévisible que lors du premier mandat. Il va beaucoup plus loin, beaucoup plus fort. Mais finalement, le marché s'accoutume de ça. Par contre, les forces de l'économie américaine, elles sont encore là. Ouais. Alors, la croissance est beaucoup plus faible que l'année dernière, donc ça, c'est pas une grande réussite, mais elle reste plus forte que dans les autres zones. Et puis, cet exceptionnalisme américain, il vient aussi des valeurs tech. Et donc, pendant très longtemps, moi, j'avais une vision assez simpliste sur le dollar, c'est que la force du dollar un peu structurelle, elle correspondait à la force, en fait, du marché action et la force de la technologie américaine. Ouais. C'est ça qui aspirait les flux. C'est ça qui aspirait, en fait, les flux. Alors, il n'y avait pas que cet aspirateur à flux, mais le point de rupture, c'est quand les plateformes tech ont commencé à se développer et où là, en fait, on voit cette surperformance américaine sur les marchés actions qui a continué, qui s'est amplifiée. Et avec Trump, qui remettait, en fait, un peu d'essence dans la machine très récemment pour relancer, on considérait que c'était aussi ça qui allait permettre aux marchés actions de bien se comporter, sachant qu'on aime beaucoup la tech et on aime beaucoup l'intelligence artificielle et qu'il n'y a pas vraiment de concurrence ni en Europe ni au Japon et alors marginalement en Chine, mais marginalement. Donc ça fait que il y a eu des très beaux points d'entrée sur la tech. Ouais. Je pense que pas grand monde les a joués puisque dans ces phases de creux, en fait, les investisseurs sont assez averses au risque et donc ne reviennent pas. Mais par contre, ce qu'on a aussi vu en général, c'est parmi nos clients beaucoup d'attentisme. C'est-à-dire que nous aussi, d'une certaine façon, on a vu le marché baisser. Les fondamentaux étaient là. L'histoire sur la tech et l'intelligence artificielle, c'est une histoire d'investissement. C'est pas juste un feu de paille. Ça a commencé il y a à peu près 2 ans avec les très bonnes publications d'Nvidia qui a ouvert cette nouvelle ère, qui a relancé en fait la technologie américaine. Et ça, cette histoire n'est pas finie. Le marché s'y est pas trompé. Et ça s'est vu sur les tendances de profit. Au moment du Liberation Day, les analyses sont révisées à la baisse. Au bout de 2 semaines, c'était parti. On était revenu sur la tendance. Et ce qui a fait la force des États-Unis est encore là aujourd'hui, est encore bien présent. Ouais. Alors, effectivement, les investisseurs ont peut-être préféré attendre plutôt que de bouger dans tous les sens pour essayer de suivre Trump. De ce qu'on comprend, le retail a quand même été un acheteur des creux de marché et devient un acheteur marginal du marché américain important. Le retail américain, semble-t-il, est capable de faire le marché aujourd'hui, Jacques? Alors, c'est un peu ce qu'on a vu au mois de juin. Ouais, c'est ça. On a eu les phases de publication de résultats, elles sont derrière nous. Donc, normalement, on rentre dans une phase de creux où il ne se passe pas grand-chose. On attend dans quelques semaines les débuts de publication du second trimestre. Et puis, là, le marché accélère fort, donc c'est probablement des flux retail, mais le positionnement était assez extrême, quoi. Les enquêtes étaient sur des points très bas, et donc en général c'est plutôt un bon point. Contrariant, oui, c'est ça, un indicateur contrariant. Lorsque le point est extrême, l'indicateur contrariant fonctionne plutôt bien, c'est ce qui s'est passé en fait. Quand vous dites le marché s'est accoutumé à Trump, accoutumance, est-ce que ça veut dire complaisance ? Alors, une moins bonne prise en compte des risques liés à la conduite de la politique économique aux États-Unis. Les tarifs, l'affaire n'est pas réglée. Hein. Alors, les heures de vérité arrivent là prochainement. Alors clairement, nous, on était un peu plus prudents dans notre scénario de mi-année qu'on a présenté au début juin. Par contre, l'allocation qu'on a suggérée se passe plutôt bien. Mais on ne pensait pas que le marché puisse aller monter si fort au cours du mois de juin, pour être très clair. Mais par contre, on aimait toujours la tech. Par contre, avec des diversités
diversifiants, dont l'or, dont on a esquissé le débat. Et par contre, sur le dollar, on était naturellement aussi, un peu comme tout le monde, à la fin de l'année dernière avec l'élection de Trump. On est passé neutre au mois de mars et j'espérais avoir un rebond technique. Pour l'instant, il n'a pas eu lieu. Non, on ne le voit pas encore très nettement sur la parité euro-dollar, par exemple. Effectivement, on est à 1,17, 1,1750, qui sont plutôt des points bas, en tout cas des points bas récents sur cette parité de change. Votre bilan de ce semestre, Florent, bien sûr, on a déjà mis quelques sujets sur la table, mais encore une fois, retrouver en fin de semestre une partie des actifs américains, je mets le dollar de côté, mais même les taux, 4,25 sur le 10 ans américain, on n'est pas loin d'être pile poil sur une moyenne historique de très long terme pour un 10 ans américain. Pétrole à $65, les actions américaines au sommet. Enfin, je veux dire, si on prend quelques KPI de Trump, là, finalement, c'est pas si mal, quoi. Alors c'est vrai que ce qui a mis le feu aux poudres, c'est ce fameux Liberation Day où Trump a annoncé une salve de tarifs douaniers tous plus impressionnants les uns que les autres. Mais semaine après semaine, le marché s'est aperçu que l'administration américaine n'avait pas vraiment les moyens de ses ambitions. C'est-à-dire que imposer de tels tarifs pose de problèmes multiples aux États-Unis, des problèmes industriels tout simplement, puisque effectivement, à court terme, il est impossible de reconstruire des chaînes de production plus locales. Donc, à court terme, on n'a que des inconvénients. Et ça, effectivement, les industriels américains se sont chargés de le rappeler à l'administration américaine. Et puis, l'électorat de Trump lui-même s'est aperçu qu'on ne pouvait pas à la fois prétendre établir des tarifs douaniers et réduire l'inflation. Donc, Trump s'est trouvé sous la double pression de l'industrie américaine, d'une partie de son électorat, et également des grandes banques américaines qui ont fait le siège du bureau ovale pour lui rappeler que l'ampleur de ce qu'il annonçait était trop déstabilisante. Donc je ne dirais pas que le marché s'est accoutumé à Trump, je dirais que le marché s'est aperçu qu'il pouvait faire plier Trump. Et donc il a pris conscience de son pouvoir, en particulier via le marché obligataire, qui très rapidement il est allé tester des niveaux de taux d'intérêt qui ont fait peur à l'administration américaine, quand on connaît les difficultés de financement actuelles compte tenu du déficit quasi structurel maintenant de l'État fédéral, du niveau d'endettement déjà élevé. Donc je pense que les marchés ont pris conscience qu'ils pouvaient faire plier Trump, que les États-Unis n'étaient pas assez forts pour imposer au reste du monde une telle rupture dans l'organisation économique à l'échelle mondiale. Et on s'aperçoit qu'effectivement, in fine, on aura sans doute des droits de douane un peu plus élevés que ce qui prévalait sous l'ère Biden. Oui, mais beaucoup plus élevés même. Autour de 15% pour le péage moyen américain. On ne sait pas exactement où tout ça va se terminer. Mais en tout cas, ce sera sans doute pas de nature à déstabiliser complètement les entreprises et donc les marchés. Donc c'est finalement assez logique que les marchés actions soient dorénavant... Il y a une logique à retrouver ces marchés actions à ces niveaux-là, d'accord. Puisque effectivement, on est très très loin maintenant des ambitions initiales. Et pour compléter, je dirais que les commentaires, de manière générale, depuis plusieurs semaines, sur la fin de l'exceptionnalisme américain, sur le changement de paradigme, ont sans doute été un peu excessifs. On a tendance à vouloir voir en permanence des ruptures. Mais les ruptures vraiment brutales, finalement, sont assez rares dans l'histoire et dans l'histoire économique. Et cette thèse de la fin de l'exceptionnalisme américain ne tient pas sur des arguments très très solides, puisque comme tu le rappelais à l'instant, ce qui fait les attributs de la puissance américaine n'a pas disparu. On a toujours une puissance militaire incontestable, une puissance technologique incontestable, une productivité qui reste supérieure à ce qu'on peut avoir ailleurs. Et si on couple simplement ces trois éléments-là, on a les attributs de la puissance et donc de la force de leur monnaie. Et c'est d'autant plus vrai que tout ça doit être analysé aussi de manière relative et qu'on ne voit pas à ce stade quelle est la puissance économique de substitution. La zone euro
n'a pour l'instant pas fait la démonstration de sa capacité à relever tous les défis auxquels elle doit faire face, sur le plan économique, militaire, financier, puisqu'on parle beaucoup de la dérive budgétaire des finances publiques américaines, ce qui permet de détourner un peu l'attention de la dérive des finances publiques européennes. Mais Française, vous voulez dire? Française, Oui. mais Enfin, la France, c'est pas- un gros morceau. Oui, c'est pas l'Europe. Et l'Italie, même si À contrario, je trouve que le reste de l'Europe se porte plutôt bien en termes d'équilibre financier aujourd'hui. La Oui, France, c'est un très gros morceau. D'accord. L'Italie voit effectivement la situation s'améliorer, mais bon, on n'est pas non plus dans une situation qui va attirer les capitaux de la planète. Et donc, quelle est l'alternative aux États-Unis? C'est sans doute. On pas la revient zone vite euro. à cette question, quoi. Ben oui, voilà, puisqu'en J'entends. fait, il ne suffit pas d'analyser dans l'absolu la situation d'un pays. Il faut voir quelles sont les alternatives. La Chine, quant à elle, est une puissance économique et militaire, mais n'a pas fait le choix à ce stade de s'ouvrir au monde. Et donc, la devise chinoise ne peut pas se substituer au dollar rapidement. Et une fois qu'on a cité l'Europe et la Chine, il n'y a pas d'autres zones économiques. La Chine peut être une puissance technologique quand même, peut-être demain. Oui, mais qui pour l'instant n'ouvre pas son marché de capitaux assez largement. Donc, on ne peut pas, dans le système monétaire international, remplacer Les États-Unis un pour un. Voilà. Donc, la fin de l'exceptionnalisme américain, c'est pas pour maintenant par faute de concurrents crédibles. Ouais. Sur la baisse du dollar, vous le disiez tout à l'heure, alors il y a une dimension conjoncturelle, il y a une dimension plus structurelle. Là, à 10% de baisse, peut-être qu'il est temps que le mouvement se calme un petit peu, on verra ce qu'il en est, Delphine, mais quelle analyse vous faites entre la part liée au ralentissement de l'économie américaine et la part plus structurelle? Et partant des niveaux atteints, est-ce qu'on peut imaginer encore quand même un mouvement de baisse du dollar? Est-ce que c'est un cycle long dans lequel il faut s'inscrire? Alors, comme je disais, je pense qu'il va y avoir beaucoup de volatilité. Et ça va être pas uniquement cette année, mais probablement, il faut s'habituer à plus de volatilité au niveau des changes à venir. Après, ce qu'il est important d'avoir en tête, c'est sur quoi repose en effet le dollar. Alors, qui reste cher, hein. Enfin, qui reste surévalué, en tout cas au sens macroéconomique du terme. On a connu un dollar, un euro-dollar à 1,40. Bien sûr. Voilà, c'est possible. Oui. C'est en effet la suprématie américaine, mais c'est surtout, je pense aujourd'hui, le pouvoir des États-Unis, c'est sur sa force militaire, qui fait d'ailleurs que pour la négociation qui va être le prochain agenda là, du 9 peut accélérer, parce que ces négociations qu'il veut faire là, avec tous ces pays-là, l'entièreté du monde, ça devrait prendre des années. C'est impossible de faire ça en un mois, en 6 mois. Si l'objectif est de signer des accords de libre-échange. C'est impossible. Impossible. Qu'est-ce qui fait que les pays plient en partie, et qu'il a fait certaines déclarations en disant que les pays étaient tout de suite d'accord avec lui et voulaient négocier, mais c'est parce que pas mal de pays sont sous parapluie protection sur la puissance américaine, pas là pour le coup, militaire. Et donc ils ne peuvent pas se passer des États-Unis. Et l'Europe, malgré tout, en premier. Et c'est une chance finalement le signal qu'il nous donne de remettre un peu de dépenses militaires. Alors ça tombe pas forcément au meilleur moment, mais voilà. De toute façon, c'est jamais le bon moment. Et peut-être que par contre, ce qui est le bon moment, c'est que ce que vous venez de dire, c'est que finalement, il n'y a pas un maillon faible, comme il y a eu la Grèce, l'Italie, le Portugal, etc. Non, il n'y a pas vraiment de maillon faible aujourd'hui en Europe. Donc ça, c'est peut-être une chance aussi pour l'Europe. Donc c'est la force militaire. Vous ne classez pas la France comme maillon faible de l'Europe? Non. Très bien. Restons. J'entends. Restons les pieds sur terre. Voilà, les pieds sur terre, clairement. C'est bien. Donc on a ça. Et puis, de l'autre côté, encore une fois, c'est ce qui fait que il va y avoir de la volatilité, encore une fois. Et ça, on n'enlèvera rien à ça, parce que c'est fondamentalement, on a oublié que le dollar, il repose sur rien. Enfin, sur rien dans le sens où il n'est pas convertible. C'est pour ça que je parlais de Bretton Woods avant, et la fin de Bretton Woods en 1900. On n'a aucun recul, puisque ça fait que 50 et quelques, un peu plus de 50 ans, qu'on a quitté ce système de convertibilité du dollar qu'on n'avait jamais, ça on ne connaissait pas avant. Ça n'est jamais arrivé. Donc on n'a pas eu de crise encore dans ce cas de figure. Et aujourd'hui, quand même, il y a des signaux faibles, parce que la valeur du dollar, c'est juste aujourd'hui repose principalement sur la crédibilité du gouvernement et de la Banque centrale. Donc si on enlève Monsieur Powell, le marché évidemment
teste ça parce que quelle est la crédibilité. Donc le choix du successeur, c'est quand même un facteur clé. Malgré à court terme, en tout cas. À court terme, je pense que c'est un facteur clé. Je pense qu'après, il y a quand même des facteurs de rappel dans les institutions américaines qui font que ça ne sera pas un problème sur le moyen terme, mais globalement, à court terme, c'est possible que ça le soit. Donc, et puis, ça repose quoi sur donc, cette valeur, puisqu'elle n'est pas convertible, et quand même assis derrière sur un tas de dettes qui est incroyable, et un déficit qui va vers les 9%. C'est aujourd'hui, il faut vraiment y croire quoi, pour détenir du dollar. Alors, et ça, c'est un autre sujet, c'est qu'aujourd'hui, donc, non seulement les États-Unis tiennent le monde, enfin une partie du monde, sur le parapluie de la défense, mais aussi sur le système d'échange qui est le système SWIFT, qui privilégie malgré tout le dollar dans ses échanges. Donc, ce qu'il faudra suivre avec intérêt, c'est aussi des alternatives à ces échanges qui sont majoritairement plateformes d'échange qui sont aujourd'hui qui privilégient complètement le dollar, comme on a ce qu'on appelle BRICS-P, donc qui est la potentielle alternative à SWIFT demain. La dédollarisation a besoin avant tout d'infrastructures nouvelles. Et ce qui est un peu disruptif peut-être dans l'histoire, c'est quand même que dans ces plateformes, il y a quand même des entreprises qui ont pignon sur eux, qui sont associées, je parle sur BRICS-P, donc qui est l'alternative des marchés émergents pour créer la propre plateforme d'échange en oubliant le dollar, ce qui peut être quand même un tout petit peu disruptif. Surtout que ce qui est disruptif, c'est que ça prend en compte la blockchain, et qui est probablement la technologie de demain sur ces plateformes d'échange. Donc ça, il faut vraiment, je pense, le suivre. Donc tout ça fait que, malgré tout, il va y avoir de la volatilité sur l'échange. Et comment on organise un portefeuille pour tenir compte de ce nouveau paradigme, puisque c'est quelque chose qui s'inscrit, que vous inscrivez dans le temps, en l'occurrence Delphine. Alors, historiquement, on se disait toujours, c'est la littérature qui dit ça, les études académiques, globalement, on hedge le change sur la partie qui est investie sur les obligations. En général, c'est ce qu'on fait, parce que la volatilité du change est plus importante que la volatilité du sous-jacent, ce qu'on peut, enfin, à un moment. Aujourd'hui, peut-être que. Il faut se poser des questions, mais à certains moments, il faut se poser des questions, mais bon, aujourd'hui, c'est le cas. Et sur la partie action, généralement, on ne hedge pas parce que justement, la volatilité action est supérieure à la volatilité change. Aujourd'hui, on en change de paradigme. Je pense que c'est quand même relativement durable. Donc, comment on fait pour ça ? Quand on ne sait pas, et ça c'est aussi la littérature qui dit, dans le doute, on hedge à moitié, donc ce qui est quand même plutôt, entre guillemets, vraiment rationnel, c'est de hedger la moitié de son portefeuille d'actions. Maintenant, ça coûte cher. Parce que là, hedger maintenant, alors qu'on a potentiellement 5% à venir, c'est 2,30. 2,30. Donc là, il faut quand même l'avoir en tête. Donc au final, je pense qu'il faut quand même il faut voir le change comme une classe d'actifs dans son portefeuille, comme dans une classe d'actifs à part. Donc il faut suivre les corrélations pour voir si ça peut être potentiellement des actifs refuges. Aujourd'hui, c'est quand même compliqué de considérer que le dollar est complètement un actif refuge, mais ça dépend quelle crise on veut hedger aussi encore une fois en face. Et on parlera, je parle des actifs refuges maintenant, mais sinon, donc, ce que je pense qui est le meilleur actif refuge aujourd'hui, c'est finalement se hedger contre la hausse de la volatilité, notamment du change, puisque probablement que là on sous-price un peu, notamment sur la partie optionnelle, et puis sur les options en général, d'acheter des options de couverture, enfin des couvertures. Il y a des produits dérivés pour ça. Des produits dérivés qui ont pour ça et qui arrivent à bien protéger son portefeuille à des coûts qui sont pas. Mais c'est contre la volatilité des changes en général qu'il faut se couvrir aujourd'hui. Je pense. Et encore une fois, de prendre le change comme une classe d'actifs à part. Jacques-Henri, comment on gère effectivement cette situation autour du dollar dans la réflexion qu'on a quand on construit des allocations multi-actifs? Qu'est-ce que ça change? Est-ce qu'il faut se couvrir? Ça coûte cher. Et puis, est-ce que ce mouvement de réallocation un peu mondial qui voit des investisseurs prêts à sortir des actifs en dollars pour peut-être se réallouer ailleurs, est-ce que c'est un mouvement qui a encore du vent peut-être demain dans les voiles? Alors moi, je rebondis sur ce qui a été dit. Je pense qu'on n'est pas dans un changement de régime sur le dollar. On est plus dans une logique de diffusion. Diffusion, c'est un processus un peu plus lent et le dollar va pas perdre du jour au lendemain son statut de devise de réserve. C'est lié à plein de facteurs qui ont déjà été discutés. Donc ça fait que pour nous, c'est quand même un mouvement qui s'insère dans le temps. C'est un mouvement qui a commencé depuis un petit moment en fait, puisque les pays asiatiques notamment, les pays émergents, soit
par volonté, soit sous la contrainte, sont sortis progressivement du dollar, ou ont commencé à le faire. Et il n'y a pas vraiment d'alternative. Donc la première alternative, ça a été d'être un peu plus diversifié dans les paniers de devises. Et puis des fois, sur des devises très illiquides, il peut y avoir des mouvements un peu aberrants. On a eu ça sur le dollar taïwanais il n'y a pas très longtemps. On l'a sur le franc suisse. Nous, on est basé en Suisse. Donc voilà, c'est une valeur aussi refuge, mais c'est pas très liquide. Donc ça fait qu'on peut en mettre une petite fraction, mais pas nécessairement beaucoup. Et puis, lorsqu'on n'a pas vraiment d'alternative sur les devises, naturellement, on est un peu poussé vers l'or. Donc, alors, on a un billet parce qu'on est basé en Suisse, mais on en est conscient. Mais clairement, en termes de diversification... Pas que les maisons suisses qui ont le droit de faire la promotion de l'or. Voilà, exactement. Mais ce mouvement qu'il y a sur les banques centrales, ça a quand même quelque chose qui a été très structurant. Les premiers, ça a été les Russes. Les achats d'or, c'est ça. Les achats d'or, parce qu'ils avaient certainement en tête l'invasion de l'Ukraine, donc ils ont commencé par sortir du dollar et ils sont allés dans l'or. Et puis là, récemment, en fait, c'est la Chine et d'autres pays émergents. Pas que en Asie, en fait. Il y a d'autres pays, même la Pologne accumule de l'or. Et donc ça, c'est un mouvement de fond déjà depuis quelques années. Qui a encore de la place. Et il y a encore de la place pour que ces grandes institutions de réserve accumulent encore de l'or. Si on regarde en fait le ratio de la Chine, sa détention d'or par rapport aux autres banques centrales, il y a encore beaucoup de place. Et puis cette tendance sur l'or, ça a attiré aussi d'autres investisseurs récemment, puisque maintenant c'est des investisseurs qui peuvent acheter avec des ETF passifs. Et donc à la fin de l'année dernière, c'était les Américains, parce qu'ils craignaient les droits de douane, donc ils s'étaient déjà positionnés. Donc il y avait aussi un peu de retail là-dedans. Et puis plus récemment, ça a été l'Asie, les Indiens. Alors la joaillerie en Inde, ça a toujours été. Il y a un marché physique pour. Il y a un vrai marché physique, mais aussi les Chinois, le retail chinois ou les investisseurs chinois qui sont venus sur cette classe d'actifs. Donc c'est pas un hasard si l'or a eu une très bonne performance l'année dernière et encore une très bonne performance depuis le début de l'année. C'est juste là sur les dernières sessions où finalement le marché respire un petit peu. Mais pour nous, il y a encore de la place et c'est une tendance de fond. Sur le plan macro, un peu plus global, même peut-être encore, Jacques, qui profite de la baisse du dollar aujourd'hui ? Alors, les émergents aussi. Alors, les émergents en profitent, un peu toute classe d'actifs confondus. Ils en profitent sur le change, sur la partie obligataire, et également sur la partie action. Donc ça a été quand même un changement, puisque l'histoire du monde émergent a été assez compliquée, parce que le dollar était trop fort, la Chine avait jusqu'à un passé assez proche, une politique très anti-capitale. Elle est revenue en arrière et elle a commencé un stimulus monétaire à partir du mois de septembre l'année dernière. Donc les émergents qui étaient un peu restés à l'écart dans les allocations de portefeuille sont revenus très progressivement, mais un mouvement de diffusion. Là aussi, ça ne s'est pas fait de façon brutale, mais pour des gens qui avaient déjà de la Chine, revenir sur les autres pays émergents avec des histoires macro intéressantes. Nous, on aime bien l'Inde, par exemple, ou alors dans les marchés frontières, il y a un pays en retournement, c'est l'Argentine. Bien sûr. Donc là, typiquement, il y a eu des mouvements qui se diffusent progressivement, et ça, c'est des choses qui ont encore là aussi un petit peu de place. Et l'histoire chinoise, elle est convaincante aujourd'hui. Alors je dis, effectivement, les marchés asiatiques ont très bien performé au premier semestre, je dis pas de bêtises. La Chine, évidemment, soulève de nouvelles interrogations. Est-ce qu'il faut considérer le début de quelque chose qui pourrait être un cycle haussier sur des actions chinoises qui ont été particulièrement délaissées, mal aimées, la Chine ayant été labellisée comme ininvestissable par bon nombre d'investisseurs sur des considérations liées au risque politique, pour dire les choses, la capacité du politique à reprendre en main l'économie privée, si tant est qu'elle existe. Est-ce que l'attitude de Pékin est plus convaincante aujourd'hui quand il s'agit d'investir ou de réinvestir en Chine et quand on est un investisseur global ? Alors, on est revenu neutre Chine, mais clairement, il y a une dichotomie aujourd'hui sur le marché chinois. C'est les étrangers qui ont... C'est Hong Kong qui monte. C'est Hong Kong qui monte, c'est pas le marché domestique. Donc, clairement, même les investisseurs chinois ont des doutes, en fait, sur cette capacité-là. Et s'ils préfèrent acheter de l'or, c'est que leur confiance est quand même assez limitée. L'économie n'est pas encore complètement rééquilibrée. Le consommateur, l'inflation, il y a d'autres enjeux. La Chine reste encore l'usine du monde.
C'est vraiment un marché d'exportation. Donc, il y a du mieux, marginal, mais dans les émergents, on préfère aller chercher d'autres histoires que l'histoire chinoise. Ouais, je comprends. Bon. Qui profite? Oui, bien sûr. Non, mais pour compléter sur la partie chinoise et consommateurs chinois, entre guillemets, ou particuliers chinois, je pense que le particulier chinois, c'est un peu le particulier français. Il ne connaît pas le marché. Il n'a jamais été éduqué à acheter le marché financier. Il ne connaît pas. Il ne connaît que l'immobilier. Lui, on l'a perfusé à l'immobilier pendant tellement d'années, depuis que l'immobilier est investissable, c'est-à-dire 20 ans. Il ne connaît que ça. Donc, il faudrait aussi qu'il y ait des incitations venant du gouvernement pour expliquer et puis encourager les investisseurs d'acheter des actions et on parle bien dans préparer sa retraite. Oui, c'est ça, de placer son épargne financière. C'est ça. Parce que pour l'instant, ils ne font à 80, je crois, c'est plus de 80%, ou c'est peut-être 90%, c'est reste que l'immobilier. Oui. Alors, il y a beaucoup de retail spéculatif sur le marché chinois, mais en termes de placement et d'investissement, et après, cette quand culture-là, elle n'est pas encore... investit, c'est plutôt le casino. Elle n'est pas faite. Voilà, c'est ça. C'est un peu le problème. Donc, il faut avoir cette culture de préparer sa retraite et investir pour le long terme et bâtir quelque chose. Bon, qui profite de la baisse du dollar, ou autrement dit, comment on organise la stratégie d'investissement là, pour la deuxième partie de l'année, partant des niveaux atteints, alors sur le dollar, mais aussi, encore une fois, sur un marché américain. Je sais pas, le S&P 500 à 6150 points, on ne doit pas pricer un énorme ralentissement de l'économie américaine ou des perspectives bénéficiaires des entreprises américaines. Florent. Si on ne va pas parler de l'Europe, parce que c'était quand même le thème aussi au moins du début de premier semestre, le premier trimestre, c'était l'Europe a le vent dans les voiles, les planètes s'alignent pour l'Europe, nous devenons un pôle de stabilité dans un monde troublé par l'arrivée ou le retour de Donald Trump. Où est-ce qu'on en est aussi de cette histoire-là? Alors sur le niveau de l'indice américain, c'est vrai que là, on est quand même à des niveaux qui laissent peu de place pour une progression importante, puisque on est revenu à un scénario plutôt constructif, on intègre ce scénario constructif et quand bien même, comme je le décrivais tout à l'heure, on est plutôt rassuré sur le front des droits de douane. On ne voit pas non plus ce qui provoquerait une hausse très spectaculaire des bénéfices américains. Bon, il y a cette loi qui va être votée, qui va évidemment, avec ces baisses d'impôts massives, contribuer à stimuler l'économie américaine, mais c'est quelque part déjà dans les cours. Oui. Donc, la seule raison pour effectivement garder confiance à court terme dans les indices américains, on pourrait dire, c'est effectivement la faiblesse du dollar. En ce sens, si on pense que le dollar s'est déjà ajusté et que son potentiel de baisse supplémentaire est assez faible, auquel cas, quand on achète un actif américain, on l'achète pour sa valeur intrinsèque, mais aussi en estimant le prix de la devise dans lequel sa valeur est exprimée. Donc on pourrait dire que la baisse du dollar est peut-être en grande partie faite, cette espèce d'ajustement pour intégrer les atermoiements de Trump, ses volte-face. On pourrait dire que la baisse du dollar intègre ça, que ça va peut-être pas baisser beaucoup plus, et de ce point de vue-là, ça justifierait qu'on ait des actifs américains en portefeuille. En tout cas, pour notre part, effectivement, on n'a pas revu de manière drastique les allocations, en ce sens qu'on a toujours des expositions américaines aussi importantes que celles qui prévalaient avant ce Liberation Day. Donc, en ligne avec ce que j'ai décrit sur notre idée qu'il n'y a pas de rupture de l'économie mondiale, et donc les actifs américains, à commencer par les actions, gardent toute leur place dans nos gestions actions, qui sont d'abord des gestions de stock picking, et nos gérants rassurés par le fait que ces tarifs douaniers devraient atterrir à des niveaux gérables, continuent autant qu'avant de choisir des belles valeurs. Et donc américaines. La croissance bénéficiaire projetée pour la cote américaine, là, elle paraît... Elle est réalisable, correcte, laissons-nous réalisables. Ça ne nous semble pas du tout aberrant. D'accord, c'est ça. C'est pas... Ça ne nous semble pas aberrant. C'est pas hors sol. Voilà, on ne va pas dire non plus que c'est sous-estimé. Mais en tout cas, ça ne nous semble pas aberrant. S'agissant de votre deuxième question donc sur l'Europe, oui. L'Europe a le potentiel pour devenir cette grande puissance qui pourrait constituer une alternative à la puissance américaine, puisqu'il y a quand même des bases extrêmement solides en termes de niveau d'éducation, niveau scientifique, institutionnel aussi, puisqu'on a quand même un cadre juridique en Europe
qui est tout à fait respectable. Il reste une industrie qui ne demande qu'à être réveillée. Ravivé, oui. Et puis, on pourrait, par un ultime saut quantitatif, aller vers une Europe puissance. Donc tout ça est tout à fait réalisable, tout à fait possible. Ça l'est plus aujourd'hui que ça l'était il y a encore 12, 18 mois, par exemple? Ça l'est sans doute plus parce que on voit bien que les coups de boutoir des dirigeants américains ont réveillé les consciences, une certaine unanimité au sein de la classe politique européenne sur la nécessité de revenir à une souveraineté technologique, militaire, industrielle. Le mot souveraineté, finalement, était encore proscrit des débats il y a quelques années. Mario Draghi l'a remis au goût du jour avec force à l'occasion de la publication de son rapport, mais c'est dorénavant un thème consensuel presque. Qui ne fait pas peur. On voit même que sur la question des critères ESG, maintenant on réfléchit à l'intégration de la défense. Enfin bon, donc il y a un chemin intellectuel et conceptuel qui s'est réellement fait, mais c'est vrai que la mise en œuvre est encore assez lente, à la fois par blocage politique, puisque quand même, dans le cas français, par exemple, on a encore une instabilité politique qui ne permet pas le déploiement de mesures ambitieuses, puisqu'il faut gérer une majorité politique complètement instable. Reste l'Allemagne, qui semble ouvrir la voie, dans des proportions sans doute encore insuffisantes. Mais on attend effectivement un mouvement un peu plus fort dans l'exécution. Voilà. Je pense que les bases conceptuelles sont posées. La mécanique, strates organisationnelle de l'Union européenne ne permettent pas une mise en œuvre rapide. D'exécution. Voilà, et c'est encore là où le bas blesse. Jacques, sur l'Europe, pour conclure là-dessus, est-ce qu'on est quand même dans un risque plutôt à la hausse, y compris sur le plan macro, pour un pays comme l'Allemagne? Là, on est déjà en train de regarder les perspectives 2026. J'ai vu, je crois qu'une grande banque allemande a mis un 2% sur la croissance allemande de 2026. Peut-être qu'ils sont dans leur rôle aussi d'avoir une prévision un peu performative, mais est-ce que c'est ce risque à la hausse quand même qui est devant nous aujourd'hui? Alors sur l'Allemagne, il y a du mieux, sur l'industrie. Les services un petit peu moins, mais globalement, il y a du mieux. La France, on en a parlé un tout petit peu, on peut dire que ça aille très bien. Paralysé, oui. Donc ça fait que l'un dans l'autre, marginalement, il y a quand même quelques bonnes nouvelles. Il y a eu une prise de conscience. Les Allemands ont fait ce que personne n'attendait, en fait, avec un plan de relance. Et donc ça, d'une certaine façon, c'est les conséquences des coups de boutoir de Trump sur l'Europe. Mais ça ne justifie pas qu'on paye l'Europe plus cher que ce qu'elle n'est aujourd'hui? Alors, on paye déjà l'Europe un peu plus cher. On est revenu autour de entre 14,5 15 fois, ce qui est finalement déjà une prime assez correcte. Par contre, aujourd'hui, la prime qu'on paye sur les États-Unis, elle est assez élevée, mais elle n'est pas non plus sur les plus hauts, en fait. La prime qu'on paye sur les US par rapport à l'Europe, on l'a décomposée. Pour nous, il y a la partie sectorielle. Comme il n'y a pas la même composition sectorielle, c'est normal que les États-Unis se payent une fois et demie à 2 points de PE, 1,5 à 2 points de PE en plus. Par contre, le reste, c'est vraiment ça, cette prime d'exceptionnalisme. Et elle est montée autour de 6 points. Là, c'est excessif. Là, on est repassé un petit peu au-dessus de 4. C'est à peu près la moyenne des 2 dernières années. Donc, le marché, aujourd'hui, est-ce qu'il est convaincu par l'Europe? Pas vraiment. Les attentes de croissance, elles ne sont pas extra parce qu'il manque la tech. Donc, il y a un côté un peu plus cyclique. Ce qui a permis au marché européen de bien faire aussi, c'est les financières. Oui, bien sûr. Et les financières ont bien fait parce que finalement, on est dans un environnement où il n'y a pas de récession, où c'est un segment de marché qui redonne pas mal de cash à l'actionnaire. Donc, les investisseurs aiment bien. Transformation importante dans le secteur. Il y a une transformation qui est importante. Donc, ça a aidé. Et on reste encore dans un environnement qui est plutôt favorable côté marché. Mais il y a aussi une exposition indirecte américaine qui est importante. Donc, le marché n'est pas non plus prêt à payer un blanc-seing pour l'Europe si c'est pour acheter de la croissance indirecte sur les États-Unis avec en plus un risque de droits de douane qui de toute façon va être un peu plus élevé que ce qu'on a vécu depuis très longtemps. Bon.
si je comprends bien, on est plutôt à notre prix sur ces deux marchés, alors, au final. Hein. C'est ce que vous dites. Delphine, un Oui. mot rapide sur l'Europe. Oui, juste rapidement, moi je pense qu'il y a un très gros risque à la hausse. Ah, voilà. Sincèrement, ouais. Eh ben, on n'ira pas plus loin. Non mais juste en deux mots. Un argument. Allez, vite, Ouais. vite, parce qu'on n'a plus de Ouais, temps. en deux mots. Parce que comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de maillon faible. Donc rien n'empêche aujourd'hui qu'on fasse enfin des eurobonds ou autres. Et deux, il va y avoir une fin à la guerre en Ukraine et il va falloir reconstruire. Et ça va aussi booster l'Europe. Bon, l'alignement des Il y a un planètes vrai n'est peut-être risque pas à la terminé hausse. pour l'Europe Non. avec un risque à la hausse. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Delphine Dipis-Diotigé, Indosuez Gestion, Jacques-Henri Silex et Florent Delorme, M&J Investments.